Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Nous allons parler cet après-midi de la déclaration d'impôt sur le revenu et nous allons analyser les changements de situation fiscale et aborder également un point important qui concerne les réductions et les crédits d'impôt. Avec nous cet après-midi pour parler de la déclaration d'impôt sur le revenu, Laurent Barba. Bonjour, merci de votre présence. Merci, vous êtes expert comptable en région parisienne. Absolument. Merci de votre présence et de répondre à nos questions. On va essayer. Première question pour la déclaration des revenus de 2021. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année et quelles sont ces nouvelles règles qu'on doit appliquer au moment de faire la déclaration de revenus? Il y en a effectivement quelques-unes qui concernent notamment le contexte à la fois économique et puis pandémique. On va parler évidemment de la hausse du carburant. Donc, il y a eu effectivement au cours de ces derniers mois, une augmentation significative du prix du carburant et il y a eu une décision d'augmentation du barème kilométrique de 10%. Alors ça vaut évidemment pour les gens qui sont l'option aux frais réels. Quand on déduit les frais professionnels et qu'on opte pour les frais réels. Absolument. C'est pas 10% de remboursement supplémentaire au titre du déplacement kilométrique. Pas confondre. Deuxième comment dirais-je, mesure liée au contexte économique, c'est l'aide exceptionnelle dite la prime inflation de 100 € qui a été versée à travers les employeurs, mais qui est restée à la charge de l'État. Cette prime de 100 € est totalement exonérée d'impôts. Il y a eu aussi évidemment, c'est un peu plus ancien, ce qu'on appelait la prime pouvoir d'achat, qui a été versée notamment sur 2021, entre juin 2021 et mars 2022. Prime pouvoir d'achat, prime PEPA, qui peut être versée donc par les employeurs jusqu'à un montant de 1 000 € ou 2 000 € en fonction de la situation dans laquelle se trouvait l'employeur, notamment les entreprises de moins de 50 salariés. Et cette prime de 1 000 € ou 2 000 € qui a été perçue est totalement exonérée d'impôts. Et également d'autres mesures, avec la crise, on a connu le télétravail? Un petit peu, oui. Donc certains employeurs ont pu être amenés à verser une indemnité télétravail et celle-ci est exonérée également d'impôts à concurrence de 580 €. Voilà, pour 2021. Alors, il y a un quatrième et dernier point peut-être, mais qui n'est pas complètement une nouveauté, c'est l'aspect déclaratif. Souvenez-vous, l'année dernière, les travailleurs indépendants, on arrête la DCR, la déclaration commune de revenus, et chacun doit désormais porter ses revenus d'indépendant sur le volet social de la déclaration 2042, sur un volet spécifique. Donc c'est reconduit cette année. Donc tous les travailleurs indépendants, dit TNS, travailleurs non salariés, doivent effectivement remplir ce volet social, destiné ensuite aux caisses sociales. Plutôt des bonnes mesures avec l'exonération de la prime PEPA, de la prime inflation pour tenir compte de la conjoncture un petit peu difficile. Est-ce qu'il y a une mesure qui concerne les heures supplémentaires? On avait connu ça l'année dernière, on avait un montant d'heures supplémentaires qui était exonéré d'impôts. Oui, c'est reconduit pour un montant qui est pour 2021 de 5 000 €, heures supplémentaires complémentaires versées dans la limite de 5 000 €. Pas d'imposition. Pas d'imposition par salarié. Par salarié, absolument. Alors l'année dernière, certains contribuables étaient dispensés de déposer une déclaration de revenus. Il y avait la déclaration pré-remplie. Est-ce que ça continue cette année? Ça continue, ça s'accélère, je dirais même, pour aller à l'essentiel, effectivement, quand il n'y a pas de modification significative dans sa situation personnelle, d'adresse, situation maritale, on va dire, ou pas. Effectivement, là, on peut se contenter, si j'ose dire, de ne rien faire, à partir du moment où vous avez un tiers déclarant, en tout cas, qui est venu apporter à la connaissance l'administration fiscale de vos revenus, que ce soit l'employeur quand on est salarié, les caisses de retraite quand on est pensionné, ou les différentes caisses, les banques évidemment pour les revenus de capitaux mobiliers. S'il n'y a pas de changement, on ne touche à rien, c'est à vos déclarations. C'est à vos déclarations, c'est validé automatiquement. Absolument. Alors cette année, je n'ai pas reçu de déclaration papier. Est-ce que c'est normal alors que je la recevais avant? Vous non plus? Vous non plus? C'est normal. C'est normal et c'est comme ça désormais. À partir du moment où vous avez l'année précédente procédé à une déclaration en ligne, eh bien l'administration considère que c'est parti pour la vie, enfin on ne sait pas. Donc dématérialisation totale de la déclaration de revenus. Deux exceptions néanmoins, quand on se trouve en situation, comment dirais-je, dégradée au regard de la capacité à pouvoir se connecter ou utiliser un site internet. On parle évidemment de régions ou de lieux qui sont dépourvus, on va dire, de capacité de connexion satisfaisante, ou des personnes qui ne sont pas à l'aise avec Internet. On pense évidemment aux personnes âgées. Ou des situations un peu particulières. Mais la règle, c'est dématérialiser.
Très bien. Si on s'attache maintenant au changement, on a souvent des questions sur les changements de situation familiale. Et la première situation, qui est plutôt un heureux événement, je me suis marié en 2021. Félicitations. Qu'est-ce que je fais pour ma déclaration de revenus? Une déclaration commune, monsieur, madame. Donc, et dès le 1er janvier. Dès le 1er janvier, ça veut Pas dire... le choix de la date de mon mariage. Si, j'allais y venir. Vous avez évidemment la possibilité. On oublie le temps où on avait effectivement 3 déclarations. 1er janvier, date de mariage, 31 décembre. Il y a longtemps que c'est terminé. On se marie en 2021. Le principe, c'est de faire une déclaration commune. Pot commun pour prendre les bonnes habitudes. Pour toute l'année. Pour toute l'année. Pour toute l'année. 1er janvier, 31 décembre. Il y a toujours possibilité d'opter à une déclaration séparée. Auquel cas, il y a une case B à cocher pour dire que vous faites le choix délibéré par option de faire une déclaration séparée. Bon, une petite particularité, c'est peut-être chacun va appréhender ses revenus personnels. Hein. Donc s'il y a des revenus communs, il faudra les séparer aussi, évidemment. D'accord. Donc là, on considère qu'on s'est marié au 31 décembre, puisque toute l'année, on reste séparés Absolument. Fiscalement. Alors, si tout se passe bien, on continue les années suivantes à faire des déclarations communes, et puis il peut arriver aussi que ça se passe moins bien et qu'on parle de divorce. Qu'est-ce que je fais si j'ai divorcé ou rupture de Pacs en 2021? Je reviens à des déclarations séparées? Absolument. Une déclaration séparée obligatoire. Sur toute l'année, il n'y a pas d'option possible de déclaration commune. Chacun fait sa déclaration avec ses propres revenus et on sépare autant que possible les revenus communs. On les partage. On les partage avec la meilleure formule possible. S'il n'y a pas de formule possible et on n'arrive pas à trouver un accord, l'administration considère que c'est 50-50. Alors, je complète ma question. J'ai divorcé en 2021 et j'ai dû verser une prestation compensatoire à mon ex-conjoint. Est-ce que cette prestation est déductible de mes revenus imposables? A priori, oui, elle est déductible, mais il n'y a pas une réponse unique. En effet, il y a une différenciation par l'administration fiscale en fonction de l'étalement, on va dire, de la durée ou la temporalité de versement. C'est-à-dire que s'il y a un versement qui est inférieur, qui est réalisé dans les 12 mois, effectivement, c'est considéré comme une rente et pour le coup, c'est déductible de mes revenus. Attention, déductibilité d'un côté, ça veut dire que celui qui perçoit l'ex-conjoint, pour le coup, va devoir déclarer cette pension cette prestation comme imposable. Si, par contre, vous avez un versement qui est étalé sur une durée inférieure à 12 mois, à ce moment-là, c'est une réduction d'impôt, c'est-à-dire que la prestation versée génère une réduction d'impôt de 25%, mais c'est limité et plafonné. Les chiffres, les voici. Le montant du versement est plafonné à 30 500 €, soit une réduction d'impôt maximum de 7 625 €. D'accord, donc à déclarer dans tous les cas si j'ai versé une prestation compensatoire à mon ex-conjoint. Absolument. Autre question, le concubinage, on n'en a pas parlé. Quelle déclaration dois-je faire? Est-ce qu'il y a un avantage fiscal à vivre en concubinage? Aucun. Aucun avantage fiscal, déclaration séparée. Et chacun déclare ses propres revenus comme si on ne vivait pas ensemble, hein, comme deux personnes séparées, entre guillemets. Donc concubinage, pas d'avantage fiscal. Question fréquente également, oui. Les enfants à charge. Je suis marié, j'ai des enfants à charge, majeurs, étudiants. Est-ce que je peux les rattacher à mon foyer fiscal? Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. On va faire une différenciation entre l'enfant mineur et l'enfant majeur. Évidemment que l'enfant mineur est rattaché au foyer fiscal. Chaque enfant va, entre guillemets, apporter une demi-part au quotient familial. En tout cas, les deux premiers. Le troisième, une part supplémentaire. À partir du troisième, il y a une part supplémentaire. Ce quotient familial génère une réduction d'impôt qui reste plafonnée. Hein. Donc le plafonnement du quotient familial, voilà, la réduction d'impôt, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être dans les 1 500 1 600 € par demi-part, je crois, à peu près. Hein. Voilà, donc effectivement. Ensuite, on va parler des enfants majeurs. Qu'en est-il des enfants majeurs? Est-ce que je peux les rattacher? Oui, vous pouvez les rattacher, mais sous condition. C'est-à-dire que l'enfant qui a moins de 21 ans au 1er janvier de l'année, vous pouvez le rattacher. Celui qui est entre moins de 25 ans, et à condition qu'il soit toujours étudiant, donc des études supérieures notamment, à ce moment-là, vous pouvez... Donc il faut le justifier, un carte d'étudiant, et justifier qu'on a poursuivi les études. Donc vous pouvez là aussi, dans ce cas-là, le rattacher au foyer fiscal des parents. Très bien. J'ai une fille de 20 ans, elle est étudiante. Dois-je la rattacher ou pas? Je peux, mais est-ce que je dois le faire? Quel est l'intérêt? Alors, il y a deux options, enfin il y a deux choix à opérer, évidemment. Ou je rattache, et pour le coup, on vient de le dire, une demi-part supplémentaire avec la réduction d'impôt qu'on vient d'évoquer.
ou au contraire, on la rattache pas, ça veut dire qu'elle devient fiscalement autonome, mais on a la possibilité, si on subvient à ses besoins, de lui verser entre guillemets une pension, et cette pension, effectivement, en fonction des cas, va pouvoir être déduite du revenu du foyer. Alors, qu'en est-il de cette pension? Cette pension, elle peut être déduite dans un montant sur justificatif jusqu'à 6 042 €. De mon revenu imposable. De votre revenu imposable, absolument. Je ne parle pas de crédit d'impôt, mais de réduction du revenu. Sinon, il est possible aussi, effectivement, de mentionner un forfait de pension alimentaire pour l'enfant qui s'élève cette fois-ci à 3 592, mais sans justificatif. D'accord. Voilà. Donc je peux déduire au moins 3 592 sans justificatif et je peux aller jusqu'à 6 042 si j'ai des justificatifs. C'est tout à fait ça. D'accord. Et je fais le calcul, savoir ce qui est le plus intéressant. Absolument. Est-ce que je déduis une pension alimentaire? Est-ce que je rattache donc ma fille étudiante? Presque la même question, je suis séparé, j'ai des enfants, ils sont en garde alternée. Comment je les déclare? Est-ce que je les rattache complètement? Bah écoutez, on partage. Alterner, on alterne aussi le gain, si j'ose dire, du quotient familial. C'est-à-dire que puisqu'il y a garde alternée, bah on va partager la demi-part, s'il s'agit d'une demi-part, en quart de part pour le coup. Donc chacun des parents va pouvoir déduire la moitié du quotient familial, enfin de la demi-part supplémentaire. Voilà. Faudra faire attention, ça signifie évidemment qu'il ne sera pas possible de déduire quelconque frais d'entretien, si j'ose dire, des enfants qui sont partagés. Hein. Donc on s'arrête ici en cas de garde alternée. Très bien. Alors j'ai un autre enfant majeur qui n'était pas étudiant, qui travaillait, puis qui a été licencié l'année dernière. Il est revenu vivre à la maison. Est-ce que je peux prétendre à un avantage fiscal dans cette situation? Oui, c'est possible, effectivement. Parce que votre enfant est en situation de difficulté. Et pour le coup, sans justification, le parent qui accueille l'enfant majeur va pouvoir effectivement déduire sous forme de pension, encore une fois, pension alimentaire, un montant forfaitaire de 3 592 € des revenus, sans justificatif. Presque la même question, cette fois-ci, ce sont mes parents, mon père, qui est dans le besoin, qui n'a pas beaucoup de revenus. Il est veuf. Est-ce que je peux déduire l'aide que je lui apporte? Oui, et sans plafond, de façon illimitée, mais dans des montants raisonnables. C'est quoi un montant raisonnable? L'administration précise, on va dire qu'effectivement, que le parent en question il doit véritablement être dans le besoin. Donc il y a un chiffrage à faire, et en fonction de la situation célibataire ou couple en difficulté, on va dire, effectivement, il sera possible de déduire jusqu'à 10 881 € pour une personne seule ou 16 893 € pour un couple. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique réduction et crédit d'impôt, puisqu'on engage souvent dans les ménages un certain nombre de dépenses qui peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal. Et une des premières dépenses, c'est la garde des enfants. Oui. J'ai des enfants en bas âge, j'ai des frais de garde. Est-ce que j'ai droit à un avantage fiscal? On parle dans un premier temps de frais de garde à l'extérieur du domicile. On parle évidemment de frais de garderie, notamment post-scolaire, pour les enfants de moins de 6 ans. Moins de 6 ans, vous pouvez effectivement déduire jusqu'à 50% des dépenses engagées dans une limite annuelle de 2 300 €, soit une réduction d'impôt de 1 150 € par enfant. Par enfant. Voilà. Ça, c'est pour la garde à l'extérieur du domicile. À l'extérieur. Si je garde à la maison? Alors, c'est possible. On peut avoir effectivement ce qu'on appelle à l'intérieur du dispositif d'emploi à domicile, des prestations dédiées pour les enfants, cours scolaires, cours de soutien scolaire, ou autres. Et là, pour le coup, on rentre dans une autre approche de plafonnement. Donc, les dépenses sont déductibles à concurrence de 50% pour un montant maximum de 12 000 € par an, majoré de 1 500 € par enfant. D'accord? Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a une limite totale qui est fixée à 15 000 €, donc la moitié de 15 000 €, 7 500 € maximum de réduction d'impôt dans le cadre d'emploi à domicile. D'accord. Et ça, c'est valable pour le foyer fiscal, pas par enfant. Pas par enfant, mais pour le foyer fiscal. Absolument. Très bien. Ça, c'était les frais de garde de jeunes enfants. Les enfants grandissent. Oui. Maintenant, mon fils, il est étudiant. Est-ce que j'ai droit à une réduction d'impôt? Il est étudiant, ça dépend où et à quel niveau. Effectivement, ça non plus, c'est pas vraiment nouveau, mais en fonction du niveau d'études atteint par votre fils. Alors vous avez des forfaits par enfant au collège, enfant au lycée ou études supérieures.
la réduction d'impôt est de 61 € dans le premier cas, 153 € pour un enfant au lycée, et en cas d'études supérieures, 183 € par enfant aussi. Hein. Attention, évidemment, ça ne concerne que les enfants rattachés. Si vous n'avez pas rattaché votre fils, vous ne pouvez pas déduire les frais. Enfin, vous ne pourrez pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Très bien. Alors, du fait du confinement en 2021, mes enfants ont suivi des cours à distance. Est-ce que j'ai droit à un avantage fiscal? Absolument, absolument. Et là, on retrouve un peu le point abordé précédemment, c'est-à-dire emploi à domicile. Et pour le coup, effectivement, vous allez pouvoir déduire les frais que vous avez engagés à cette occasion-là, dans une limite qui est toujours la même, hein, 50% de 12 000 € dans une limite maximum de 15 000 €. Donc c'est le même principe qui s'implique ici. Pareil, c'est l'avantage fiscal pour emploi d'un salarié à domicile. Absolument. En 2021, j'ai payé des travaux de jardinage et d'installation informatique. Est-ce que j'ai droit à un avantage fiscal? Oui, mais ça va dépendre aussi de la prestation, vous faites bien de le préciser. Cet avantage fiscal va être également déductible en fonction de la prestation réalisée. Pour le jardinage, on va avoir l'avantage fiscal dans la limite de 5 000 €. Et pour les dépenses d'assistance informatique, on va tomber à 3 000 € en tout cas. C'est le montant maximum. D'accord. Alors, autre question fréquente, mes parents sont placés en EHPAD, ils ne peuvent plus vivre seuls. Évidemment, hein, le montant des charges mensuelles est important. Est-ce qu'ils peuvent prétendre à un avantage fiscal? Oui, alors c'est ce qu'on appelle, si vos parents sont hébergés dans un établissement de personnes dépendantes, hein, l'EHPAD, effectivement, oui, vos parents peuvent effectivement bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant égal à 25% des dépenses retenues, attention, dans la limite de 10 000 €. Donc, avantage fiscal de 2 500 €. 2 500 €, effectivement. D'accord. Les dons, j'ai fait des dons également en 2021, notamment pour les Restos du Cœur et pour d'autres associations. Ouais, ouais. Puis-je les déduire et à hauteur de quel montant? Vous pouvez les déduire. Il va falloir distinguer deux types de dons, en fonction de la nature de l'association qui a été bénéficiaire de votre don. Vous avez des dons à des organismes dits pour les personnes en difficulté. Hein, donc on va retrouver des prestations gratuites de soins médicaux, de personnes en difficulté, de compléments d'assistance alimentaire, on va appeler ça comme ça. On parle des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge. Et du coup, vous allez effectivement pouvoir déduire, je dirais, un peu comme avant, hein, ce n'est pas une nouveauté non plus, une réduction d'impôt égale à 75% jusqu'à 1 000 €. Ça veut dire que le montant, la réduction maximale est de 750 €. 750 €, très bien. Deuxième cas de figure, vous avez des dons à des organismes dits d'intérêt général, de type philanthropique, sportive. Et là, vous allez pouvoir effectivement verser des montants un peu plus élevés, parce qu'il n'y a pas vraiment de... il y a un plafond, mais le montant de la réduction, il est moins élevé, il est de 66%, mais il est plafonné à 20% du montant du revenu imposable. Donc on n'est pas dans des montants figés en termes euros, mais en proportion du revenu imposable du foyer. Très bien. Donc on le voit, un certain nombre de dépenses qui vont ouvrir droit à des avantages fiscaux. Est-ce que je dois joindre des justificatifs à ma déclaration en ligne pour pouvoir bénéficier de ces réductions et crédits d'impôt? Oui, mais seulement si on vous le demande. Donc non. Donc en fait, je ne joins aucun justificatif à ma déclaration de revenus et c'est l'administration qui, le cas échéant, viendra me les demander si elle le juge utile. Merci Laurent pour toutes ces précisions. On espère vous avoir un petit peu éclairé sur la déclaration des revenus de 2021 qu'il faut remplir comme chaque année au printemps. Merci à tous de votre attention et à bientôt.